Allez, je vous emmène avec moi en 1980 parce qu'il faut vraiment qu'on parle de cet album. Un album un peu cobaye pour Michael Jackson qui va s'essayer pour la première fois à mêler son autonomie artistique avec sa fibre familiale, tout en proposant des idées novatrices qui lui serviront plus tard à parfaire son héritage musical. On va parler aujourd'hui de l'album Triumph en allant décortiquer son histoire et je vous parlerai à la suite d'une des chansons de l'album qui m'a particulièrement marqué et qui méritait largement sa place dans un album solo de Michael Jackson. Alors ce qui est particulier avec Triumph, c'est la place qu'il occupe chronologiquement dans les sorties d'albums de Michael Jackson. D'un côté, il est le successeur direct de Off the Wall, s'imposant presque comme une extension de cet album, mais il est également le projet qui précède Thriller. Faisant ainsi de l'enregistrement de cet album une sorte de cours de récréation entre ces deux albums solo. En fait, Triumph devient un peu l'espace de digestion après Off the Wall. Une sorte de safe place, s'engageant alors dans un enjeu moins fort que celui de révolutionner et faire mieux qu'Off the Wall. Alors même si l'album est techniquement le 4e opus des frères Jackson, il en est techniquement le 2e à être écrit, produit et composé intégralement juste après Destiny. Il faut dire d'ailleurs que Triumph s'inspire directement de Destiny. Et c'est important de bien comprendre cette double filiation. Avec Destiny, les frères avaient amorcé leur indépendance artistique. Ils écrivent, ils composent, ils produisent. Et l'avantage avec Triumph, c'est qu'il ne rompt pas avec cette dynamique, bien au contraire, il va la solidifier. On retrouve la même volonté de maîtriser l'aspect créatif, la même énergie funk disco et cette façon très collective de structurer les morceaux. Mais comme je vous le disais, pour Michael Jackson, on est sur un après Off the Wall, donc forcément, il emmène avec lui l'exigence qu'il a acquérie avec son premier album solo, hors de la période Motown. Son exigence artistique ayant évolué, son sens du détail, du groove et de la construction musicale est encore plus affûté. Même si Triumph reste un album des Jackson, on sent que l'influence de cette expérience solo est bien présente dans la production, dans la précision rythmique et dans l'ambition sonore. Mais à côté de ça, les frères assument tout de même que l'album Triumph et les morceaux qu'ils vont proposer sont une continuité directe à ce que Destiny avait déjà offert. Bien sûr, il ne s'agit pas de repartir de zéro, mais de pousser plus loin une formule qui avait déjà fait ses preuves. Et notons une chose intéressante, c'est que la plupart des sessions de travail vont se faire en binôme entre chaque frère. Et autant vous dire que c'est pas un détail anodin. On le constate très clairement à travers les crédits et les compositions. Les titres sont presque systématiquement co-signés, traduisant une volonté de créer à deux, de confronter les idées et d'équilibrer les sensibilités. Et cette méthode va donner à l'album une véritable homogénéité. On ne ressent pas de rupture brutale d'un morceau à l'autre, mais plutôt une cohérence sonore qui reflète un esprit profondément collaboratif. Les Jackson ne fonctionnent plus comme un simple groupe interprète, ils s'affirment comme des auteurs et des compositeurs à part entière. Et dans cette dynamique, c'est Randy Jackson qui va jouer un rôle déterminant dans la composition. Le Benjamin de la fratrie ne se contente plus d'être le petit dernier ou le remplaçant de Jermaine. Il s'impose progressivement comme une force créative, participant activement à l'écriture et à la composition, affirmant ainsi une véritable prise d'autonomie artistique au sein du groupe. D'ailleurs, il serait peut-être temps de parler de ses chansons. Alors je vous le précise tout de suite, je ne vais pas m'éterniser sur Can You Feel It dans la mesure où j'ai déjà fait une vidéo qui est entièrement dédiée à la chanson juste ici, mais croyez bien que cet album cache bien d'autres pépites. Parmi les morceaux qui marquent une continuité évidente, on retrouve Lovely One, écrit et composé par Randy et Michael Jackson. Il faut dire que l'album Destiny avait déjà révélé l'efficacité du duo Randy et Michael avec le titre Shake Body. Écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis et devenu un classique disco-funk, fort de ce succès, les deux frères livrent avec Lovely One ce que Michael décrivait lui-même comme une suite logique de Shake Your Body. Donc musicalement, on retrouve cette énergie et cette construction qui a été littéralement pensée pour la scène. Mais là où Shake Your Body appelait à l'insouciance et à la célébration, Lovely One adopte un ton plus sombre. Les paroles laissent transparaître une certaine rancœur sur un rythme enjoué et funky. Michael Jackson chante sa soumission à une amoureuse qui joue avec ses sentiments. Donc en fait, il y a presque un effet miroir entre les deux morceaux. Cette complémentarité se vérifie même dans le choix d'accords.
Lovely One semble reprendre la logique harmonique de Shake Your Body, mais comme inversée, comme si l'on observait la première chanson sous un angle plus négatif. Donc la formule est maîtrisée et peut-être même un peu plus calculée. Moins spontanée que Shake Your Body, ce qui explique sans doute pourquoi malgré une 12e place au Billboard, le titre ne décroche ni disque d'or ni disque de platine. Et toujours dans cet esprit de continuité, on va retrouver le titre Everybody qui est une suite directe à la chanson de Michael Jackson Get on the Floor. Oh, everybody, get down on the floor. Get down on the floor. I love the way you shake your thing. You make me want some more. Make me want some more. Michael Jackson décrivait cette chanson comme un morceau avec un son moins profond, donnant l'impression d'être dans l'œil du cyclone de Get on the Floor. Et cette image est intéressante, là où Get on the Floor proposait une tension rythmique très marquée, presque frénétique, Everybody semble fonctionner comme un espace plus contrôlé, plus direct, mais toujours porté par cette pulsation disco-funk. On y retrouve en fait cette volonté de créer un morceau collectif et fédérateur. Presque un appel à la piste de danse, mais avec une production légère plus épurée. Le groove est présent, efficace, mais moins sophistiqué que sur Off the Wall. C'est comme si les Jackson cherchaient à canaliser l'énergie plutôt qu'à la laisser exploser. Et du coup, dans cette continuité, Everybody agit en réalité comme un pont. Il ne cherche pas à surpasser Get on the Floor, mais à prolonger son énergie dans un cadre plus maîtrisé, plus groupe que solo. On sent d'ailleurs que l'ADN de Michael Jackson est encore très présent avec cette dimension chorale et fraternelle qui distingue les titres collectifs de ceux que Michael développera seul par la suite. Arrêtons-nous également sur la 8e piste de l'album, Give It Up. Cette chanson permet à Marlon Jackson de s'imposer pour la première fois en tant que leader vocal. Bon, même s'il faut dire ce qui est, l'interprétation de Michael y est bien évidemment plus imposante. Et ce détail est loin d'être anodin. Jusqu'ici, Marlon restait souvent en retrait vocalement, plus présent dans l'harmonie collective que dans l'exposition individuelle. Avec Give It Up, il franchit un cap. Il partage le lead avec Michael, créant un équilibre intéressant. On sent la volonté du groupe de redistribuer les rôles, d'ouvrir l'espace et de ne pas faire de Triumph un simple prolongement de Michael Jackson en solo. Et musicalement, autant vous dire que le morceau est assez efficace. On sent pleinement cette esthétique funk disco de l'album, mais avec une énergie plus frontale, presque plus brute. Il y a une tension rythmique constante, un groove soutenu qui permet à Marlon d'affirmer sa présence sans être écrasé par la signature vocale très reconnaissable de Michael Jackson. Donc Give It Up fonctionne comme un titre solide de l'album Triumph, mais aussi comme un signal interne. Les Jackson restent un collectif, même dans une période où Michael Jackson commence déjà à prendre une dimension mondiale en solo. Cette analyse d'ailleurs ne correspond pas forcément aux résultats que Michael Jackson voulait avoir pour le titre Walk Right Now. Ce titre a toujours été considéré comme imparfait aux yeux de Michael Jackson. À la genèse du morceau, on retrouve Jackie, Michael et Randy, réunis autour d'un funk incandescent clairement inscrit dans la lignée de certains titres de Destiny, qu'on peut largement comparer à All Night Dancing.
Une fois encore, les paroles racontent une histoire d'amour contrarié. Michael ne passe pas par 4 chemins, la frustration est directe, presque sèche, et cette hargne amoureuse épouse parfaitement le rythme palpitant du morceau. Donc en réalité, musicalement, Walk Right Now est une synthèse parfaite du disco funk des Jackson. Une basse sautillante, un break truffé de percussions qui se répondent en stéréo, des claquements de mains funky, peut-être d'ailleurs un peu trop secs, et une dynamique constante qui ne laisse aucun répit. On sent clairement que les 3 frères cherchaient à prolonger le son qu'avait proposé Destiny. Et en additionnant l'énergie que Michael Jackson a développée en solo sur Off the Wall, le morceau réunit d'ailleurs une partie du casting des 2 albums, preuve qu'il y a une volonté d'hybridation sonore. Mais pourtant, Michael Jackson lui-même va expliquer dans son autobiographie Moonwalk que pour lui, le titre Walk Right Now souffrait de trop d'arrangements faits par trop de cuisiniers. Une phrase assez parlante. En musique comme en cuisine, le dosage est essentiel. Pour lui, la production était peut-être trop chargée et trop dense. Alors je vous avoue que même si je comprends ce que Michael Jackson a voulu dire, je dois dire que concrètement, je suis pas forcément d'accord avec cette analyse parce que moi je trouve que le morceau fonctionne du tonnerre. Paradoxalement, cette richesse donne aussi au morceau une vraie puissance. Le mix de l'album est propre, peut-être même un peu trop lisse pour un titre funk censé incendier la piste de danse. On peut imaginer qu'en live, avec plus d'espace et d'improvisation, le titre aurait pris une autre dimension. D'ailleurs, il faut savoir que Walk Right Now sera étudié pendant les répétitions du Triumph Tour. Mais finalement abandonné sous l'impulsion de Michael Jackson lui-même, une décision révélatrice où déjà il impose sa vision aussi bien en studio qu'en public. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Walk Right Now illustre parfaitement cette période charnière. Un morceau puissant, ambitieux, mais qui révèle déjà l'exigence presque obsessionnelle de Michael Jackson envers le contrôle et la clarté sonore. Mais après la densité presque excessive de Walk Right Now, on peut parler d'une chanson beaucoup plus douce et qui est un véritable banger de l'album, Time Waits for No One. Jackie et Randy Jackson proposent ce morceau et se battront pour qu'il figure sur l'album. Ouais, la chanson a failli ne pas voir le jour. À une période où l'énergie funk domine encore l'identité des Jackson, ils choisissent ici de défendre une ballade ambitieuse et plus introspective. Car il faut dire ce qui est, cette chanson est presque une sorte d'intrus dans l'album, mais paradoxalement, elle homogénéise le tout. Mais mon Dieu, cette montée en puissance... Le crescendo final aux accents quasi gospel donne au morceau une ampleur inattendue. On quitte la simple ballade pour entrer dans quelque chose de plus spirituel, presque solennel. Et lors de la composition, Jackie et Randy Jackson avaient mis un point d'honneur à modeler la chanson autour de la voix de Michael. Et ça s'entend. Le morceau épouse parfaitement son registre, lui laissant l'espace pour poser sa fragilité, puis pour libérer une intensité plus dramatique dans la dernière partie. En fait, cette chanson pour moi est trop invisibilisée et il est temps de lui redonner ses titres de noblesse. N'étant jamais un titre populaire, sans doute parce qu'il ne correspond pas à l'image funk disco dominante du groupe à cette époque, pourtant, cette chanson joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'album. Il montre que les Jackson ne se limitent pas à l'énergie dansante, ils sont capables de retenue, de nuances et de construction émotionnelle. C'est typiquement le genre de morceau qui gagne à être découvert. Car il révèle une facette plus mature et plus subtile du groupe et annonce en creux le goût de Michael pour les climats dramatiques et les montées orchestrales qu'il développera encore davantage dans ses projets solos. Et pour conclure l'album, les Jackson choisissent le titre Wondering Who. Un titre porté par Jackie Jackson qui, après une succession de morceaux marqués par le groove, cette tension rythmique et les expérimentations funk de l'album se referment sur une ambiance plus dramatique, plus introspective. La chanson est dense, puissante et parfaitement construite pour conclure l'album.
Il y a une gravité dans l'interprétation de Jackie Jackson, une tension émotionnelle constante qui donne au morceau une vraie stature. Donc ce n'est pas une simple ballade de clôture. C'est un final qui laisse une empreinte. Et au milieu de cette intensité, les adlibs de Michael Jackson sont sublimes. Ils n'occupent pas le centre du morceau, mais ils viennent l'habiter. Michael Jackson agit presque comme une présence en arrière-plan, un écho émotionnel qui renforce la douleur et la profondeur du titre. Sa voix ajoute une dimension dramatique supplémentaire sans jamais retirer la lumière de Jackie. Mais en fait, j'ai quand même un problème avec cette chanson parce qu'on a découvert par la suite qu'il existait un bridge inédit que Michael Jackson avait enregistré pour le titre. Ce bridge fut découvert en 2017, mais n'avait pas été intégré à la version finale. Cet élément aurait apporté une véritable bascule émotionnelle au morceau, une respiration, une intensification dramatique, une saveur supplémentaire qui aurait sans doute renforcé encore davantage l'impact de la chanson. Donc cette révélation nous montre que finalement Wondering Who était encore plus ambitieux que la version qui nous a été livrée dans l'album. Elle laisse une question en suspens, jusqu'où ce morceau aurait-il pu aller si cette pièce manquante avait été conservée ? Mais ainsi Wondering Who referme l'album avec force et élégance, tout en laissant une légère frustration artistique presque prophétique de l'exigence croissante que Michael Jackson développe par la suite. Et vous pensiez tout de même pas que j'allais oublier ça, parce qu'il faut bien évidemment que je vous parle du meilleur titre de cet album, qui est sans nul doute une de mes chansons préférées de la carrière de Michael Jackson. Je parle bien évidemment de Heartbreak Hotel, aka This Place Hotel. Welcome to Heartbreak Hotel. So this is Heartbreak Hotel. This place is Heartbreak. Alors je veux rien savoir, je suis pas ouvert au débat, mais là on change littéralement de dimension, car cette chanson est littéralement le prototype de ce que va devenir Thriller. Auréolé du succès mondial d'Off the Wall, Michael Jackson gagne en confiance. Il ne veut plus seulement interpréter, il veut composer, produire, diriger. Et avec Heartbreak Hotel, il pose les bases d'un monde qui lui appartient totalement artistiquement. Living sin 10 years ago on this day of shame. La production est intégralement chapeautée par lui, le casting est organisé selon sa vision et les frères assurent les percussions aux côtés de Paulino da Costa, mais toute l'architecture sonore est pensée par Michael Jackson. Someone said welcome to your doom, and they smile with eyes that look as if they'd move me. Le morceau est construit comme une œuvre en 3 actes. Une intro immersive, un corps central dramatique et un outro presque libérateur. Dès les premières secondes, le cri glaçant, qui est d'ailleurs enregistré par Latoya Jackson, installe le décor. On n'est plus dans un simple morceau funk, on entre dans un hôtel lugubre, un lieu hors du temps où règnent des femmes wicked, incarnation de la convoitise et du danger. Et Michael Jackson nous plongeait déjà dans cette ambiance horrifique. Une ambiance qui était déjà perceptible dans l'introduction de Off the Wall, mais ici il va beaucoup plus loin. Il construit un univers cinématographique où chaque effet spécial, assuré notamment par Gene Corso, participe à cette immersion. Le solo de guitare, joué selon les directives très précises de Michael Jackson, est littéralement chanté d'abord par lui, note par note, avant d'être reproduite à l'identique. Même la ligne de basse est dirigée par sa vision rythmique. This is Heartbreak Hotel. Welcome to Heartbreak Hotel. C'est important de comprendre que pour cette chanson, Michael Jackson met totalement en scène le son. Le thème est fort, des femmes qui symbolisent le vice, la tentation, la perdition. Ce n'est pas encore autobiographique, mais on voit déjà apparaître ce motif de la femme dangereuse qui deviendra récurrent dans sa discographie. Chose que nous avons déjà abordée dans cette vidéo. Fidèle à sa philosophie, il choisit de terminer sur une note presque apaisée. Pour lui, si l'on emmène le public dans un cauchemar, il faut aussi pouvoir l'en sortir. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai choisi de dire Heartbreak Hotel comme titre de la chanson. En fait, il faut savoir qu'à la base, le titre devait bien s'appeler Heartbreak Hotel.
Seulement, une grande icône de la musique intitulée Elvis Presley, que vous connaissez sans doute, avait déjà à son répertoire une chanson qui s'intitulait Heartbreak Hotel. Il est donc décidé à l'unanimité de changer le titre du morceau qui va avoir This Place Hotel. Mais de vous à moi, je préfère largement l'appeler Heartbreak Hotel. Et vous, vous préférez quel titre? This is Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. 10 years ago today. Heartbreak Hotel. This is Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. Et donc pour moi, Heartbreak Hotel est littéralement une chanson solo de Michael Jackson. Un petit peu comme si Michael avait envie de faire un cadeau à ses frères et leur offrir un morceau sur lequel il avait une de ses plus grandes ambitions. Le temps d'une visite dans cet hôtel des cœurs brisés, il s'isole, affirme son imaginaire et pose les fondations d'un style qu'il ne cessera de perfectionner. Donc ce morceau n'est pas seulement la meilleure chanson de Triumph, elle est aussi la promesse de ce qu'il adviendra des propositions musicales de Michael Jackson. Donc tous les morceaux que nous avons évoqués là relèvent du potentiel et du coup de génie qu'était l'album Triumph. Celui-ci méritait largement d'avoir une représentation scénique au travers de la tournée qui suit l'album, The Triumph Tour. Parce que bien sûr, il est impossible de comprendre l'impact de cet album sans mentionner sa tournée. Sur le papier, la tournée met évidemment en avant l'album Triumph. Mais dans les faits, elle installe quelque chose de plus subtil et de plus stratégique. Car si les morceaux d'Off the Wall ont déjà commencé à être produits sur le Destiny Tour, il faut bien comprendre que The Triumph Tour cherche à homogénéiser tout ça et à proposer une sorte de Off the Wall Tour caché. Mais vraiment légèrement caché. I'll do the old stuff for you, okay? But I'm doing it for you, I'm not doing it for them, I'm doing it for you. Car Michael Jackson impose clairement ses propres morceaux, où ses titres solo prennent une ampleur nouvelle, plus affirmée, plus maîtrisée. L'énergie scénique change, la posture change, et son assurance change. Et c'est là toute la nuance. On ne voit plus un jeune artiste qui goûte au succès, on voit un Michael Jackson averti, conscient de sa force, conscient de son identité artistique. Mais en réalité, j'ai toujours considéré que l'album Triumph était une sorte d'Off the Wall 2.0, se caractérisant comme étant un prolongement plus mature, plus audacieux et plus structuré. En fait, cet album n'est plus seulement un projet collectif des Jackson. Il devient la passerelle entre le Michael du groupe et celui qui s'apprête à redéfinir la pop mondiale. Bon, et je sais que je vous le dis souvent, mais je vous promets qu'ici c'est pas une formule. Triumph est littéralement le meilleur album des Jackson. Parce qu'il condense tout. Il prolonge l'indépendance créative amorcée avec Destiny, il absorbe l'exigence sonore acquise sur Off the Wall, et il annonce les audaces narratives et cinématographiques qui exploseront sur Thriller. Et chaque morceau que nous avons évoqué raconte cette transition. Bon, je sais, j'aurais pu aussi parler de The Way, mais allez, on fait une petite mention honorable. Mais la continuité funk est avec Lovely One, l'énergie maîtrisée va pour Everybody, l'excès assumé sur Work Right Now, la sensibilité dramatique avec Time Waits for No One, la puissance incomplète de Wondering Who, et bien sûr, la vision personnelle et ambitieuse de Heartbreak Hotel. Triumph est un carrefour, le dernier grand projet où Michael Jackson s'implique pleinement avec ses frères. Mais aussi le moment où il teste, affine et impose ses idées qui feront de lui une icône mondiale. C'est un album de passage, un album d'expérimentation, un album d'émancipation, et peut-être justement pour cette raison, il est trop souvent sous-estimé. Mais lorsqu'on le replace dans la trajectoire globale de Michael Jackson, il devient évident que Triumph n'est pas seulement un bon album de Jackson, c'est leur sommet. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre au soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.